Bonjour Catherine Morin-Desailly. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de la Seine-Maritime, vous êtes également conseillère régionale de Normandie. Vous vous intéressez plus particulièrement des questions de culture et de patrimoine. Après la démission de votre collègue Emmanuel Dormoy, il y a quelques jours, pour des raisons personnelles, un nouveau vice-président est nommé, Patrick Gaumont, le maire de Bayeux, qui est une ville importante en matière culturelle. Est-ce que le président Hervé Morin fait un bon choix en nommant Patrick Gaumont ? Bien sûr, le président fait le choix qui lui semble le plus pertinent. Un choix qui permet, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je préside la commission culture, tourisme, attractivité à la région de Normandie et que nous travaillons en binôme. C'est pareil pour le sport. Et en faisant ce choix, cela permet à l'ensemble du territoire d'être représenté. En tout cas, ça permet à ce qu'il y ait des élus qui rassemblent toute la connaissance de cette ex-Basse et ex-Haute-Normandie qui aujourd'hui n'en font plus qu'une. Donc pour travailler, c'est plus efficace, ça permet une meilleure connaissance du terrain et des acteurs. Alors vous êtes une représentante du territoire rouennais à la région. Qu'est-ce que vous attendez de lui pour Rouen justement ? Eh bien, j'attends... Vous parlez du vice-président, du futur président. J'attends qu'il puisse être sur le terrain parce que ce que nous demandent les acteurs aujourd'hui, ce que nous demandent les Normands, c'est tout simplement d'aller à leur rencontre, de visiter leur lieu, là où ils travaillent, d'aller sur place pour pouvoir d'abord bien comprendre ce qu'est la Normandie, cette grande Normandie réunifiée. Et puis c'est une marque d'attention. Donc je pense que nos vice-présidents, il faut qu'ils s'inscrivent dans cette politique de terrain, ce qu'ils font vraiment très bien. Alors Catherine Morin-Desailly, avant de devenir sénatrice en 2004, vous avez enseigné l'anglais, je crois. Tout à fait. Vous avez pu voir ce week-end des images terribles d'un jeune lycéen de 16 ans qui braque une arme factice sur une enseignante. Comment vous réagissez à ce type d'événement ? Je rappelle qu'au Sénat, vous présidez la commission culture et éducation notamment. Oui, je suis consternée, il n'y a pas de mots pour exprimer cette consternation. En arriver à un point où l'enseignant qui a été menacé n'ose même pas ou omet de signaler à sa hiérarchie ce qui s'est passé est assez grave. Ça veut dire que soit l'enseignant a intériorisé finalement que l'établissement est devenu une zone de non-droit et que menacé, il risquerait, ou elle risquerait, parce qu'il s'agit d'une femme, des représailles si elle remontait les faits à sa hiérarchie, me semble être très très grave. Ça veut dire qu'il y a vraiment un plan d'action très sérieux à mener pour redonner aux enseignants confiance en ces lieux où ils se donnent beaucoup et faire en sorte que l'école soit un cadre serein, soit un cadre qui permette que les règles établies, les règles de la République, soient respectées. Je sais que Jean-Michel Blanquer, que nous auditionnons régulièrement au Sénat, et nous l'auditionnons prochainement pour préparer justement la loi de finances 2019, est attentif à ces questions. Mais nous allons lui remonter nos très vives préoccupations. Parce que ce qui s'est joué, ce qui s'est fait, ce qui s'est produit avec cet incident, je pense que n'est que le symptôme d'autres événements qui se produisent régulièrement dans les collèges et les lycées en France. Il y a un grand désarroi aujourd'hui des enseignants. Vous le ressentez sur le terrain ? Oui, il y a un grand désarroi. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus s'il y a une crise des vocations, si on manque d'enseignants. C'est que le métier est devenu terriblement exigeant, dans une école aussi qui est elle-même en mutation, et qu'il y a à revaloriser cette profession qui est très importante. C'est le premier contact qu'ont les jeunes avec les adultes. C'est là où s'apprennent toutes les règles. C'est là où ils vont apprendre aussi leur futur métier. Je pense que ce qu'a réaffirmé Jean-Michel Blanquer par un décret au printemps dernier, qui doit être l'objectif de l'école, qui est lire, écrire, compter, respecter autrui. Respecter autrui, c'est respecter ses professeurs en premier lieu. Il faut resanctuariser l'école ? Il faut resanctuariser l'école, absolument. Au Sénat, vous vous occupez plus spécialement des questions d'audiovisuel, et notamment de l'audiovisuel public, qui est une énorme machine en France. Depuis des années, il est question de réformer cet audiovisuel public. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment réformable ? Oui, j'allais dire comment ? J'allais dire qu'il faut réformer l'audiovisuel tout court, public
comme privés. Pourquoi? Parce qu'à l'heure du numérique, à l'heure où de nouveaux entrants sont rentrés dans le système, je pense aux géants du numérique qui sont aujourd'hui des acteurs incontournables. Regardez les plateformes de Les diffusion GAFA. de films comme Netflix, Netflix. Amazon. Donc, ce sont des concurrents puissants qui véhiculent une culture essentiellement anglo-saxonne auquel l'audiovisuel en général doit faire face, privé comme public. Or, la loi de 1986, voilà, qui régit l'audiovisuel est devenue complètement obsolète. Elle a été conçue pour un monde hertzien. Or, nous savons que nous avons basculé de monde. Nous sommes aujourd'hui dans le monde du numérique. Il y a donc des règles qu'il faut absolument revoir parce qu'elles constituent autant de désavantages concurrentiels pour notre audiovisuel qui est encore une fois porteur d'une certaine culture, que l'on veuille ou non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut par exemple créer une nouvelle taxe sur les supports sur lesquels on regarde la télévision aujourd'hui, les tablettes, les smartphones? Il ne s'agit pas de créer une nouvelle taxe. D'abord, les Français sont surtaxés, surfiscalisés. Je crois tout simplement qu'il s'agit d'adapter ce qu'est la contribution audiovisuelle publique, qu'on appelle autrement aussi redevance, à l'ère du numérique. D'abord, il y aura une vraie question, puisque cette contribution, elle est adossée à la taxe d'habitation qui est en voie de suppression, c'est ce que le gouvernement a annoncé, mais aussi et surtout, c'est que l'assiette de cette taxe s'est érodée au fur et à mesure des années, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on ne regarde plus forcément la télévision sur un téléviseur classique dans son salon, et que ce qu'ont fait les Allemands, les Anglais autour de nous, ils ont réformé cette contribution. Et il ne s'agit pas de créer une nouvelle taxe, il s'agit tout simplement de dire qu'on va taxer le principe de réception à raison d'une taxe par foyer, d'une redevance par foyer, ce qui est le principe aussi de neutralité technologique et de neutralité de traitement et d'équité de traitement entre tous les Français. Mais est-ce qu'au bout du compte, ça signifie que le contribuable devra payer davantage? Non, pas du tout, parce qu'en Allemagne, justement, avoir réformé cette assiette, avoir pris en compte simplement non pas le téléviseur ou la tablette ou l'ordinateur, mais simplement le principe de réception. Attention, c'est très important de le dire pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, a permis quel que soit le nombre d'appareils. Voilà, a permis de lever plus de produits. Si bien qu'en Allemagne, ils ont même baissé finalement la redevance sur le principe d'une équité et voilà, d'une perception généralisée. Aujourd'hui, les CSP+ ne regardent plus la télévision. Ils n'ont pratiquement plus de téléviseur. Ils regardent la télévision sur le iPad. Est-ce que c'est normal que la petite personne âgée chez elle avec son téléviseur paye pour les CSP+, qui ne s'acquittent pas de cette redevance? C'est le principe de réception. Et en plus, quand on regarde, si on mensualise cette contribution audiovisuelle publique, on se rend compte que cela ne coûte pas plus d'argent qu'un abonnement Netflix. Or, combien d'abonnements les Français souscrivent-ils ici et là? Si on est convaincu que l'audiovisuel public remplit des missions particulières, et les Français le disent à travers les sondages, eh bien, il faut ce principe d'égalité. Ça donnera davantage de moyens à cet audiovisuel public? Alors, ça donnera davantage de moyens, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est la poule aux œufs d'or. À l'heure du numérique, l'entreprise doit se digitaliser. Et vous savez bien que le digital transforme le mode de gouvernance des entreprises, la façon de travailler. Et l'audiovisuel qui utilise l'image, qui utilise le son, est principalement concerné par les innovations technologiques et ce nouveau monde de numérique. Donc la digitalisation de l'entreprise, la nécessaire réforme de celle-ci qui ne peut plus fonctionner chaîne par chaîne, en silo, mais qui doit fonctionner de façon plutôt transversale, doit permettre de dégager des marges de manœuvre qui sont nécessaires à la modernisation de l'entreprise et surtout des marges de manœuvre aussi qui puissent continuer à alimenter la création. Parce que la spécificité de l'audiovisuel public français comme privé, c'est qu'il participe à la création cinématographique et audiovisuelle dont nous sommes si fiers et pour lequel la France est bien reconnue à travers le monde. Alors en septembre dernier, vous aviez publié dans le Huffington Post une tribune consacrée aux fake news, les fausses nouvelles. On dit un fox maintenant, il y a un mot qui a été trouvé. Moi je suis pour la francophonie, donc j'utilise maintenant le mot un fox. Alors allons-y pour un fox. Et vous estimez à propos de cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée et qui revient au Sénat, qu'elle est à la fois inutile et dangereuse. Pour quelle raison ? Parce qu'elle instaure un référé du juge qui peut, en 24 heures, 48 heures, déclarer que telle nouvelle est vraie ou fausse.
Voilà. D'abord, je doute que de manière très pratique, le juge puisse y parvenir et déclarer qu'une nouvelle est vraie ou fausse. D'abord, c'est assez dangereux, je trouve. C'est une forme de censure qui s'opère. C'est d'abord mettre aussi la lumière sur une nouvelle considérée comme fausse et lui donner encore plus finalement de publicité et de crédit. Non, tous ceux qui sont interrogés, que ce soit dans le monde, comment dirais-je, des médias, dans le monde justement de la justice, considèrent que cette loi est potentiellement dangereuse et inutile. D'abord parce que la loi de 1886 sur la liberté de la presse et d'expression contient tous les dispositifs utiles si on a besoin d'intervenir. Et puis la question n'est pas là. La question de ces fausses informations ou mauvaises informations, elle a toujours existé. Seulement elle prend une ampleur particulière et la manipulation s'avère de plus en plus sophistiquée à grande échelle, tout simplement parce que c'est le nouveau monde du numérique. Et ces fameuses plateformes, les GAFAM qu'on a évoquées tout à l'heure, sont bâties sur un modèle économique tel que tout incite à créer toujours plus de fausses nouvelles et à véhiculer des mauvaises informations parce qu'on en tire des profits économiquement. Plus une nouvelle est consultée sur le net, plus elle est rentable, plus les gains publicitaires sont importants et plus ces plateformes empochent de l'argent. Donc il y a une vraie faille. C'est ce qu'on appelle un modèle économique construit sur le modèle de l'attention, qui a été vraiment théorisé et qui consiste à capter toujours plus de données, de vos données, de les profiler, de les cibler en échange de publicité et ça alimente toute une série de plateformes et d'acteurs qui en tirent profit. Alors comme présidente de la commission de la culture et de la communication au Sénat, vous côtoyez régulièrement le ou la ministre de la Culture, Françoise Nyssen hier, aujourd'hui Franck Riester. Que pensez-vous de sa nomination ? Je pense que c'est une bonne nomination, c'est un bon choix parce que Franck Riester a été député, membre de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale un certain nombre d'années. Il connaît bien les sujets liés à ce ministère, notamment les sujets audiovisuels, tout ce qui concerne les industries culturelles. D'ailleurs, nous avons travaillé ensemble en 2009. Nous siégions tous les deux dans cette fameuse commission dite COPé, autrement appelée Commission pour l'audiovisuel public. Et à l'époque, nous avions d'ailleurs jeté ensemble les bases de la réforme audiovisuelle qui est nécessaire aujourd'hui, qui doit traiter des questions à la fois de structure, de gouvernance aussi, de mode de nomination des présidents de ces entreprises et de modèle économique et de modèle de financement. Donc c'est quelqu'un qui connaît ces sujets. On a assisté ces derniers mois, ces dernières semaines, à une sorte de défiance des responsables de collectivités locales, que ce soit des maires, des présidents de département, des présidents de région, une sorte de défiance vis-à-vis du gouvernement. On a vu récemment l'appel de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous comprenez cet agacement des élus locaux ? Oui, parce que moi je le vis tous les jours sur le terrain en Seine-Maritime. Je suis en contact permanent avec nos maires qui nous disent à la fois leur découragement et leur agacement. Je suis aussi conseillère régionale de Normandie. Je suis en contact avec les élus départementaux, régionaux, alors d'ici, mais aussi d'ailleurs. On assiste à une reconcentration des pouvoirs. Et je pense que nous sommes dans un mouvement qui est contraire au mouvement engagé par les réformes territoriales qui ont été votées 2010, 2017, pour citer les plus récentes, 2016, pardon, les plus récentes d'entre elles, qui ont d'abord élargi le périmètre des grandes régions, qui leur ont conféré davantage de compétences, notamment dans le domaine économique, et que l'État doit se concentrer, selon moi, sur ses grandes missions régaliennes et faire en sorte que la décentralisation fonctionne. Parce que l'État n'a plus capacité à tout faire et qu'en revanche, les collectivités qui se sont à la fois renforcées au sein des collectivités, vous trouvez aujourd'hui des agents qui ont capacité à mener des politiques publiques pour le compte des majorités qui les décident, et davantage de souplesse et de réactivité, et surtout de proximité avec le terrain, et voir comment, par bassin de vie, on peut agir beaucoup plus efficacement. On prendra que le domaine économique, le domaine de
de l'emploi. Qui peut mieux agir que la région, au regard de tout ce qu'elle fait tous les jours avec les acteurs du secteur concerné. Alors depuis de nombreuses années, vous êtes une élue locale, vous avez été élue à Rouen avec Pierre Albertini notamment, vous êtes ensuite passé dans l'opposition. Comment vous observez aujourd'hui la situation de Rouen? Le maire Yvon Robert, le maire PS, a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Ça c'est une bonne nouvelle, on s'en doutait, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que nous avons un maire qui est totalement démotivé, qui ne porte aucune ambition pour sa ville. Sa mésentente notoire avec le président de la métropole est très pénalisante pour les Rouennais et le développement de la ville. Il se désintéresse en réalité du développement même de la métropole. Il y exerce en principe des fonctions de premier vice-président en charge des finances. Je ne pense pas que ça ait servi particulièrement la ville de Rouen, très sincèrement. Aujourd'hui, il se contente de geindre et de réclamer de l'argent ici et là aux autres collectivités, mais jamais il ne cherche à peser sur le destin de la métropole et le projet métropolitain. Je ne l'ai jamais entendu d'ailleurs évoquer un quelconque projet pour la métropole. Donc qu'est-ce qu'il faut en déduire? Que le maire de Rouen doit nécessairement être le président de la métropole? Je ne dirais pas nécessairement, mais je note que dans la plupart des autres régions, les maires des villes-centres, bien sûr elles sont à des échelles plus importantes, sont généralement les présidents des exécutifs métropolitains. Et ça fonctionne mieux? C'est un gage de bon fonctionnement? C'est un gage de bon fonctionnement, notamment dans les compétences qui sont les compétences très essentiel aujourd'hui des métropoles, savoir le développement économique, les grandes infrastructures, puisque la ville-centre fait converger toutes les activités et les habitants vers son centre. Mais ce qui est important en réalité, c'est que le président, quel qu'il soit, ait capacité à animer et être porteur d'un nouveau projet, un projet métropolitain qui puisse être débattu lors des prochaines élections municipales. Lors des dernières élections municipales, on n'a pas débattu d'un projet métropolitain. Finalement, l'élection du président de la métropole, c'est le 3e tour tout de même des municipales. Eh bien, je n'ai pas vu différents concurrents se confronter leurs projets et faire en sorte que ce soit un vrai choix pour l'ensemble des délégués métropolitains qui vont après l'Elia. Et ça se prépare au moment des municipales. Ce qui est différent, c'est que maintenant, la métropole est une nouvelle collectivité, c'est une intercommunalité qui est plus intégrée et que de cette façon, le projet municipal ne peut être que lié au projet métropolitain. Et il faudra que dans l'ensemble des communes, à mon sens, à côté du projet municipal qui est essentiel, parce que c'est le projet de proximité, et le maire joue un rôle essentiel pour les habitants, il y ait aussi cette vision de la métropole. Ça me semble. Et puis, de toute façon, tellement de services aujourd'hui sont gérés par la métropole. On parlera des transports, on parlera des ordures, on parlera de la politique de l'eau, bref, toute une série de sujets qui fait que le projet métropolitain rejoint le projet communal. Ouais. Le Parti socialiste, à ce jour, n'a pas encore désigné celui ou celle qui portera ses couleurs à Rouen. Au centre et à droite, c'est le flou complet également, puisqu'on voit surgir plusieurs personnalités qui ont envie d'être candidates. Il y a plusieurs candidats à la candidature. Voilà. Lui, Hervé Morin, il a réglé le problème. Il a dit la meilleure candidate, c'est Catherine Morin-Desailly. Est-ce que sa confiance m'honore. Sa confiance Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'heure est à la réflexion, justement, autour de quel projet pour cette métropole. Vous êtes dans cette réflexion-là? Oui, avec l'ensemble de mes collègues, parce que en tant que sénatrice, c'est mon devoir. D'ailleurs, je parcours l'ensemble de notre département. Je suis très attentive à la manière dont les nouveaux EPCI, qui sont élargis depuis la récente loi territoriales qui sont élargies se mettent en place et je suis à leur écoute. Et la question de la gouvernance revient d'ailleurs sans cesse, puisque les maires, dans ces nouvelles intercommunalités, peuvent avoir le sentiment que la décision leur échappe. Et c'est vrai aussi à Rouen et dans sa métropole. Donc je pense que l'heure est à la réflexion. Quel projet pour la métropole et quel mode de gouvernance pour la métropole? Une gouvernance à la fois partagée, stratégique,
et qui donne aussi des perspectives d'avenir à cette métropole dont les indicateurs économiques, je voudrais quand même le souligner, ne sont pas très bons, ce sont même les moins bons qui puissent exister en France. Hervé Morin suggère de refaire un peu le coup d'Amiens en 2014, c'est-à-dire un sondage testant plusieurs personnalités 6-8 mois avant l'échéance. Est-ce que c'est une suggestion qui vous convient ou est-ce que vous dites si moi je suis candidate, il n'y aura pas de sondage? C'est une bonne suggestion parce qu'elle permet en quelque sorte Elle a permis des en tout cas au primaires centre avant de l'heure. gagner à Amiens. Et tout dépend bien sûr du contenu du questionnaire. Il faut qu'il puisse établir, au-delà du degré de notoriété, un certain nombre de qualités requises pour pouvoir exercer ses fonctions. Si tout le monde est d'accord avec cette proposition qui est un indicateur de choix, ça peut permettre de rassembler les uns et les autres. Alors tout le monde parle d'union, de rassemblement. Qui doit conduire cette union à Rouen? Est-ce que c'est plutôt les Républicains ou est-ce que c'est plutôt le centre? Je vais vous dire, à l'heure où les partis politiques sont tout de même en crise, ont été sacrément secoués par les dernières élections présidentielles et législatives, où la recomposition et l'occupation de cet espace de la droite et du centre reste difficile. Je pense que c'est la personnalité qui compte avant tout et cette capacité à rassembler, porter un projet. C'est ce que les habitants attendent. Ils sont là des querelles politiciennes. Je crois qu'ils demandent surtout de l'efficacité et de l'écoute. Nos concitoyens ont besoin qu'on les écoute. J'entendais des amis ce week-end s'exprimer sur la notion de péage pour rentrer dans les villes. Dans les villes, voilà. Oui. Je crois qu'il faut écouter les habitants et pas faire n'importe quoi. Je ne sais pas qui a pondu cette idée géniale, mais il faut faire très attention. Est-ce qu'il faut faire une place dans une future liste centriste républicain aux représentants de la République En Marche? Je pense qu'autour du projet peuvent se rassembler un certain nombre de personnalités, quel que soit leur parti politique. Et si les représentants de la République En Marche convergent vers des propositions qui seraient portées par la droite et le centre, l'idée c'est que de toute façon, dans toutes les communes, il va falloir établir des listes pour les municipales. Et on voit bien qu'ici et là, d'ailleurs en France, beaucoup songent à ouvrir leur liste. L'essentiel, c'est le projet, encore une fois. Et le projet qui correspond aux attentes des habitants. Donc la porte n'est pas fermée à la République En Marche? Non. Bon. Catherine Morin-Desailly, dernière question. Est-ce que oui ou non vous serez candidate à Rouen? Je ne peux pas répondre à cette question en l'état. D'abord parce qu'il reste beaucoup de temps avant les municipales et que nous travaillons aujourd'hui. Moi, je travaille à la région. J'ai une mission aussi particulière aux côtés d'Hervé Morin et de mes collègues de la majorité régionale et j'entends la porter aussi loin que possible. Au Sénat, je préside ma commission encore pendant 2 ans. J'y ai pris des responsabilités aussi nombreuses. Maintenant, mon rôle de sénateur m'oblige, c'est une obligation de choix, à accompagner les élections municipales dans l'ensemble du département et y porter un regard particulier, voire y jouer un rôle. L'avenir le dira. Bon, merci beaucoup Catherine Morin-Desailly et à bientôt pour un nouvel invité de la rédaction sur PNTV.